Nous vivons, à mon avis, dans une immense bulle, ce qui a beaucoup de sens. Regardez les médias traditionnels. Tout le monde parle de la guerre qui arrive. Je la vois en Iran et en dehors de l'Iran. On peut voir que les Iraniens enterrent leurs infrastructures les plus sensibles, leurs installations les plus stratégiques, sous terre. Les États-Unis amènent beaucoup d'armes dans la région. D'un point de vue logique, on dirait qu'une grande guerre pourrait éclater à tout moment, dans les 24, 48, peut-être 72 prochaines heures, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il faut comprendre quelle est l'alternative et si elle est même possible. Quelle est ton opinion sur ce qui se passe? Parce que nous venons d'avoir le deuxième cycle de discussion entre l'Iran et les États-Unis. Et juste après, les deux parties ont déclaré que c'était positif. Puis les États-Unis ont dit « Non, nous ne sommes pas si proches. Ce n'était pas si positif. Nous voulons plus de l'Iran. » Vas-y, quelle est ton opinion là-dessus? Eh bien, je pense que nous devons être très prudents, car nous sommes véritablement pris dans une tempête de manipulation psychologique et de désinformation. Il est évident qu'une partie de l'establishment politique occidental souhaite très fortement, voire désespérément, une guerre contre l'Iran pour diverses raisons. Mais surtout, bien sûr, pour l'hégémonie et les avantages économiques qui l'accompagnent. Et par là, je ne parle pas seulement d'une hégémonie sur l'Iran, mais sur l'ensemble de la région de l'Asie occidentale, car l'Iran est la seule puissance restante qui résiste encore à la domination occidentale. D'accord. Mais vous savez, quand on dit que la guerre est inévitable, que les frappes vont commencer dans 12 à 48 heures, ou peu importe le nombre d'heures, nous étions exactement au même point le 17 janvier de cette année, quand on affirmait que dans les 24 heures suivantes, il y aurait une guerre contre l'Iran. Cela ne s'est pas produit. Donc si l'on met de côté la guerre psychologique et qu'on regarde ce qui se passe réellement, on voit que nous venons d'avoir, je crois, le troisième cycle de négociations à Genève, qui était indirect. C'était le deuxième après la guerre de 12 jours. Je pensais qu'il y avait 2 manches à Abu Dhabi. Peu importe, deuxième ou troisième, peu importe. Ils ont eu leur conversation. À Mascat. Le My Tour a eu lieu à Mascat. Escont Tour a eu lieu à Genève. Roth. D'accord. Très bien. J'ai écrit quelque part que c'était la 3e fois, donc je vais devoir me corriger. Quoi qu'il en soit, ils ont tenu des discussions indirectes à Genève, n'est-ce pas? Il y a 2 jours, les 2 parties sont reparties en disant qu'elles avaient obtenu quelque chose de positif. Le camp iranien est censé revenir avec une proposition d'ici 2 semaines. Donc en ce qui concerne les contacts directs entre les 2 camps opposés, rien ne devrait se passer pendant les 2 prochaines semaines. Je pense que ce discours du type « la guerre est inévitable, la guerre va éclater d'une seconde à l'autre » est en réalité une opération psychologique destinée à faire croire cela à tout le monde. Et vous savez, cela en soi peut aggraver les choses, accroître les tensions, car c'est destiné à saper la confiance et la bonne volonté des 2 côtés. En fin de compte, ces messages finissent par atteindre la population, le peuple iranien, à qui l'on fait ressentir de la nervosité, de la peur, de l'insécurité, et ainsi de suite. Pour cette raison, je pense que la guerre n'est pas inévitable. Mais en même temps, il est vrai que l'administration Trump s'est mise dans une impasse. Ce que nous avons appris de la première série de négociations, c'est que le camp américain cherchait une porte de sortie qui lui permette de sauver la face. Il disait, vous savez, pourquoi ne pas faire comme en juin? Nous bombardons 2 ou 3 sites, vous en bombardez un des nôtres, et ensuite nous déclarons tous les 2 la victoire. Et c'est terminé. C'est fini.
Sauf que l'ambiance en Iran n'est plus positive. Ils n'accepteront plus cela. Alors maintenant, Trump est là, avec tous ses avions, ses navires, ses missiles et tout le reste dans la région. Et il continue d'en accumuler, armé et prêt à tirer sans savoir où aller. Je soupçonne que l'administration essaye désespérément de trouver une issue sans perdre la face, sans admettre la défaite. Et cela est devenu presque impossible. Et donc, puisque je sais que Donald Trump regarde ton podcast, Nima, je dois dire ceci. On te pousse à faire la guerre contre l'Iran, ce qui serait suicidaire. C'est un piège, pas seulement pour les forces américaines. C'est un piège pour ta présidence, parce que tu vas perdre les élections de mi-mandat. Et ton camp, tout ton entourage, tu sais, J.D. Vance ou quiconque est censé te succéder, va perdre l'élection présidentielle dans 3 ans. Donc, ils veulent que les États-Unis entrent en guerre non seulement pour provoquer un changement de régime en Iran, mais aussi pour vaincre les républicains pro-Trump. C'est un piège énorme et tu dois trouver un moyen de t'en dégager. Nous avons un élément dans cette équation que personne ne remet en question, et c'est Israël. Et il me semble que l'humeur dans le monde, aux États-Unis et dans les nations occidentales, s'est retournée contre Israël, au point que tirer la chasse sur Israël serait probablement le coup gagnant. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont contre Trump, qui se sentent trahis par lui, parce qu'ils estiment qu'il ne fait pas assez pour le peuple palestinien, ou qu'il ne fait rien du tout, selon la manière dont on voit les choses. Il regagnerait toutes ces personnes. Qui perdrait-il? Il perdrait les rangs clairsemés des chrétiens évangéliques qui soutiennent encore Israël. Je pense qu'ils forment un groupe important et passionné, mais leur nombre diminue et leur conviction s'affaiblit. Et ils perdraient les donateurs juifs sionistes milliardaires. Peut-il se passer d'eux? Je pense que oui, probablement. Donc je crois que ce serait le bon coup à jouer. Mais je ne sais pas s'il peut le faire politiquement. Et je ne sais pas s'il ose le faire politiquement. Parce que souvenez-vous, quand Trump est arrivé au pouvoir, tout à coup, tout le monde dans son administration a commencé, sans qu'on le leur demande, à proclamer leur dévotion totale et absolue à l'État d'Israël, comme si rendre l'Amérique grande à nouveau s'était soudainement transformé en rendre Israël grand à nouveau. Je ne pense pas que le peuple américain dans sa majorité ait voté pour cela. Je pense qu'il veut que l'argent, les armes et les dépenses militaires engagées au Moyen-Orient soient rapatriées. Je pense que c'est la stratégie gagnante. Alors, Monsieur Trump, ce conseil est gratuit. Merci. This advice is for free. Thank you. Alex, je crois que j'ai dit cela à Larry Johnson. Mon cœur est avec toi. Je le pense vraiment. Je ne vois tout simplement pas Donald Trump. Après tout, il sait tout. L'argent, où il peut en obtenir, où il peut gagner. Et ce n'est pas une partie gagnante contre l'Iran. Non. Et c'est pour cela que je ne le pense pas. Vraiment pas. Parce que la même chose s'est déjà produite auparavant. Souvenons-nous simplement de ce qui s'est passé dans le cas de l'Ukraine. Qu'a fait l'administration Trump à ce moment-là? Tout cela relève de la psychologie. Ils essayent de jouer à un jeu psychologique avec la Russie pour faire pression sur elle. Le cas de l'Iran est différent, car ils peuvent y introduire toutes ces armes, puisqu'ils considèrent que la Russie est une puissance nucléaire et que l'Iran ne l'est pas. C'est pourquoi ils peuvent déplacer toutes sortes d'armes dans la région pour faire pression sur l'Iran. Le cas de l'Iran est différent, parce que voyez-vous, tous ces groupes de la diaspora iranienne ont été utilisés par l'administration Trump, à mon avis. En même temps, is Carrie Kiganumik the Masri Sam, Dan is dans la rate. The war on the economy we're on, coming with the weapons in the region.
Je ne vois pas laisser Alex. Donald Trump n'est pas le type d'homme à déclencher une guerre au Moyen-Orient. Et beaucoup de gens dans les médias traditionnels essayent de promouvoir ce récit. Ils essayent de dire que Donald Trump est prêt à le faire. Voyez-vous le moindre signe, la moindre logique, si vous vous mettez à la place de Donald Trump et que vous regardez la façon dont il a parlé jusqu'à présent du conflit? Eh bien, oui, tu as tout à fait raison. Je ne le vois pas du tout. Il faut garder à l'esprit que c'est la troisième fois que Trump est poussé vers une guerre avec l'Iran. La première fois, c'était à l'été 2019. Il a dit non. La deuxième fois, c'était en juin de l'année dernière, en 2020, lorsqu'ils ont eu cet échange soi-disant pour sauver la face, où tu sais, les États-Unis ont passé environ 25 minutes à tirer une quarantaine de bombes et de missiles, ce qui avait évidemment été convenu par les deux parties. Ensuite, les Iraniens ont répliqué en frappant une base militaire au Qatar, et Trump a déclaré que le programme nucléaire était complètement, anéanti. Et il a insisté, des dizaines, peut-être des centaines de fois, il a insisté sur ce mot anéanti. Pourquoi faisait-il cela? Il faut comprendre qu'il le faisait parce que le programme nucléaire iranien constituait la principale justification et le prétexte pour une guerre contre l'Iran. Donc, si vous anéantissez la justification, vous n'êtes plus justifié à faire la guerre contre l'Iran. Et à cette époque, il disait ne pas vouloir de changement de régime en Iran. Maintenant, vous savez, il a dit des choses différentes cette fois-ci, qu'il considère peut-être que c'est la meilleure option. Mais, vous savez, avec Trump, il vaut mieux ne pas l'écouter de trop près, car il s'adresse toujours à un certain public. Et il est évident qu'il subit une forte pression pour que ce changement de régime ait lieu. Mais il y résiste, c'est très clair. Benjamin Netanyahou est venu à Washington le 11 février. Il devait s'y rendre hier, mais il a avancé la réunion d'une semaine, car les Israéliens étaient très inquiets que Trump négocie avec les Iraniens. Ils ne voulaient absolument pas que ces négociations aient lieu. Les Israéliens ne veulent pas que les États-Unis parlent à l'Iran. Et Trump a dit « Je parlerai à qui je veux aussi longtemps que je le veux ». Ainsi, la mission de Netanyahou à Washington n'a pas été couronnée de succès. C'était évident. Ils n'ont pas donné de conférence de presse après la réunion et ils n'ont pas fait de déclaration commune. Lorsque Benjamin Netanyahou quittait Washington, il a fait une déclaration juste avant d'embarquer dans l'avion. Si on l'écoute attentivement, on sent qu'il n'est pas sûr de lui. Dans sa déclaration à la presse, il s'étend avec éloquence sur l'amitié, l'alliance, les Américains. Il rentre chez lui pour affronter la réalité, et il doit donner l'impression d'avoir accompli quelque chose. Mais il n'avait rien, il ne parlait que d'amitié, d'alliance, de Trump et de lui, tu sais, comme s'ils étaient frères et tout ce genre de choses. En d'autres termes, il n'a pas réussi à convaincre Trump d'aller détruire l'Iran pour lui, donc c'est évident. Maintenant, si l'on accumule beaucoup d'explosifs dans une situation, beaucoup d'armes réelles, de troupes, d'arsenaux, d'avions, il suffit d'une étincelle pour que tout explose. Il me semble que Trump, de manière stupide, a mis tout ce spectacle en route pour essayer d'intimider les Iraniens afin de leur arracher des concessions qu'ils n'auraient autrement pas faites. Les Iraniens disent non, ils ne cèdent pas. Ils paraissent très très confiants et disent « Vas-y, essaie, tire le premier coup ». Et Trump ne veut pas le faire. Alors maintenant, que fait-il? Que peut-il faire? Je pense que c'est là son erreur. Il aborde ces situations avec trop de confiance. Il pense pouvoir intimider les gens pour qu'ils se plient à son diktat, à ce qu'il veut obtenir. Sauf que cette fois, il a trouvé à qui parler. Except that he's now met his match. The Iranians are
looking him in the eye, Les Iraniens le regardent droit dans les yeux. saying, Ils ne cillent pas. "This is what we're Ils willing disent to do, and « Voici ce que nous sommes prêts à faire, et pas davantage ». Ils ont déclaré être disposés à retirer du pays tout l'uranium enrichi à 60% restant et à arrêter l'enrichissement. Tout le reste est exclu. Le programme de missiles balistiques est exclu. L'inspection de leurs installations de défense est exclue. Trump doit donc proclamer une victoire sur quelque chose, tandis que les Israéliens disent « Peu importe, nous voulons que leur programme de missiles balistiques soit complètement, enfin, limité à 300 km, ce qui est insensé, quelque chose qu'aucune personne raisonnable n'accepterait. » Et les Iraniens disent aussi « Vous devez lever les sanctions contre nous et nous devons aller vers le désarmement nucléaire. » Ce qui signifie que les Israéliens doivent se désarmer. And we have to go to nuclear disarmament, meaning the Israelis have to disarm. I don't know how Trump gets from out of that one. I think that it's. Je ne sais pas comment Trump va s'en sortir cette fois. Je pense que c'est entièrement de sa faute s'il se retrouve dans cette situation. Je lui souhaite sincèrement de réussir, car personne ne veut voir une guerre en Asie occidentale. Personne ne veut voir un bombardement de l'Iran. Donc, tu vois, j'espère que Trump pourra tenir le cap. Je ne pense pas que même si au final, il finit par être poussé à bout, cela se joue dans les 12 ou 24 prochaines heures. Souviens-toi, c'est vers la fin de ce mois que les Iraniens devraient répondre officiellement à la deuxième série de négociations, puis il devrait y avoir la suivante. Donc je pense qu'on parle d'1 à 2 mois avant que quelque chose ne se produise. Mon impression, c'est que Trump prie pour qu'il se passe quelque chose qui dissipe toute cette situation d'ici là. To dissipate this whole situation in the meantime. Ils ont eu, Alex, leur meilleure occasion en juin 2025, à mon avis, parce que l'Iran était tellement désorienté par les négociations avec les États-Unis. Leur meilleure occasion, c'était à ce moment-là, quand Israël a attaqué l'Iran de l'intérieur. Ça n'arrivera plus. L'Iran est prêt. Les gens disent que Donald Trump gagne du temps grâce aux négociations pour faire venir plus d'armes. Et alors, l'Iran se prépare aussi. L'Iran enterre ses installations sous une énorme quantité de terre. Et ils sont prêts. Ils ont également reçu beaucoup d'armes. Et ils savent même où se trouvent les sous-marins américains. Ils peuvent tout surveiller. Ce n'est pas seulement les États-Unis qui savent tout. It's not just about the United States knowing everything. Exactly. Look, Nima, I think that Exactement. in terms of Écoute, balance of Nima, power, it's not je even- pense qu'en termes d'équilibre des forces, il n'y a même pas de débat. Je crois que tout le monde comprend cela. caught off guard. L'Iran a été pris au dépourvu en juin dernier. Cela ne se reproduira pas maintenant. Et tu sais, les maillons faibles qu'il y avait dans la défense iranienne à l'époque ne sont pas seulement réparés aujourd'hui, mais nous avons aussi des engagements très importants de la part des Chinois et des Russes. Non seulement pour défendre territorialement l'Iran, mais aussi apparemment pour éliminer l'opération du Mossad à l'intérieur du pays. Et puis, tu sais, une autre chose qui me fait réfléchir, ce sont les échecs répétés de Trump en Iran. Is Trump's frequent failures in Iran. You know, Vous savez, le système Starlink a échoué. Non seulement il a échoué, mais les Iraniens ont apparemment réussi à localiser tous les utilisateurs du système Starlink et vous savez, à les rassembler et à les arrêter. Tout le monde dit que c'est grâce aux Chinois, grâce aux Russes ou peu importe. Je ne sais pas comment ça s'est produit, mais apparemment, c'est bien arrivé. Ensuite, il y a cette histoire à propos de la grosse bombe anti-bunker. L'une d'elles serait tombée en Iran sans exploser. Donc apparemment, les Iraniens ont pu la rétroconcevoir et maintenant ils possèdent plusieurs bombes similaires de leur propre fabrication. Je trouve cela très étrange et difficile à croire, surtout parce que la première version de cette histoire ne concernait pas l'Iran, mais le Liban. Souviens-toi, c'était comme si les Israéliens l'avaient larguée au Liban, qu'elle n'avait pas explosé.
et que d'une manière ou d'une autre, elle s'était retrouvée en Iran, où les Iraniens travaillaient dessus. C'est une histoire étrange. Une autre histoire étrange, c'est la façon dont les Iraniens se sont soudainement retrouvés, peu après la guerre de 12 jours ou juste avant, avec tous ces plans détaillés des installations nucléaires israéliennes. Donc tu vois, quelques événements improbables se sont produits qui ont soudainement affaibli la position d'Israël et celle des Américains, tout en renforçant celle de l'Iran. Je ne sais pas comment tout cela est arrivé, ni même si c'est vrai. Peut-être que ce sont aussi des opérations psychologiques. Mais c'est étrange que Trump échoue sans cesse autour de l'Iran. Et puis tu sais, la réalité de la situation, même si on dit « d'accord, rien de tout cela ne s'est produit, ce n'est pas important, ignorons ces histoires ». Nous savons que les États-Unis ont tenté, avec d'énormes ressources, de renverser les talibans en Afghanistan. Et nous savons comment cela s'est terminé. Nous savons aussi qu'ils ont essayé de neutraliser Ansar Allah au Yémen et qu'ils y ont passé 10 ans. D'abord, c'était la guerre par procuration avec l'Arabie saoudite. Ensuite, ils ont lancé l'opération Prosperity Guardian, je crois en décembre 2023, où tu sais, les Français ont rejoint, les Britanniques ont rejoint, les Italiens ont rejoint, tout le monde a rejoint. Et puis tout le monde s'est un peu replié en voyant que Ansar Allah pouvait riposter. Puis, en mars dernier, Trump a lancé l'opération Rough Rider, le 15 mars de l'année dernière. Il disait « On va les bombarder comme personne ne l'a jamais fait. Ils sont finis. » Et au final, ils ont dû déplacer leurs navires hors de portée et conclure un accord avec le gouvernement Ansar Allah, en gros, en disant « D'accord, on ne va plus vous bombarder. S'il vous plaît, ne bombardez pas nos navires non plus. » Et l'Iran est des ordres de grandeur plus puissants. Donc même la discussion, même les fantasmes, selon lesquels on pourrait vaincre militairement l'Iran, sont tellement stupides que je ne peux pas. Enfin, à part tous ces généraux comme Ben Hodges et Bill Kristol et tous ces imbéciles aux États-Unis qui envahissent les chaînes de télévision, je ne crois pas que quiconque d'à peu près compétent dans l'administration américaine ou la hiérarchie militaire rêve même de vaincre l'Iran. Et ils savent ce que l'Iran peut faire en retour. Alors je suis perplexe. Je ne sais pas comment expliquer cela. Je pense que cela tient aux tactiques de négociation mal avisées et trop confiantes de Trump, qui peuvent fonctionner dans les affaires immobilières. Mais ici, il parle aux Iraniens, qui ne sont pas des idiots, qui ne sont pas faibles et qui en ont fini d'être bousculés. Not fools, they're not weak, and they're done being pushed over.